pays en voie de développement, eux, font tout pour essayer de traiter de manière précoce. Et ils le font, et avec un très bon succès dans un certain nombre de cas. Quand on voit le succès de ces pays-là, parce qu'on s'attendait que l'Afrique soit ravagée, par exemple. L'Afrique n'est pas ravagée du tout. Dans beaucoup de pays, l'hydroxychloroquine est le traitement par défaut. Dans d'autres pays, c'est l'ivermectine, le traitement par défaut. Et il faut savoir que, justement, dans les régions où les parasitoses sont endémiques, la population reçoit l'ivermectine pour la cécité des rivières et d'autres parasitoses. Et on trouve très peu de cas chez eux. Alors, il y avait un exemple en France, dans un EHPAD où il y avait une épidémie de la gale, qui peut aussi être traitée par l'ivermectine. Et le médecin qui avait traité tous les patients et tout le personnel avec l'ivermectine était très surpris de voir qu'il y avait très peu de cas de Covid comparé aux EHPAD aux alentours. Donc, il l'a signalé aux autorités sanitaires françaises. Et il y a eu un début d'étude qui a été mise en place pour essayer de valider ça. Je parle d'avril 2020. Et puis ça a été arrêté. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi ça a été arrêté. Alors que tout à coup, il y a une molécule qui nous donnerait la chance de nous en sortir. On refuse de l'étudier essentiellement. On refuse de l'étudier. Par exemple, je crois que son nom c'est Castoglia. Je ne suis pas sûr exactement. Elle est à la tête de l'INSERM en France. Et donc, Andrew Hill avait fait une méta-analyse des traitements à l'ivermectine, commissionnée par United, qui dépend de l'OMS. Et il avait fait une vidéo fin janvier, début février, d'analyse préliminaire un rapport de son analyse préliminaire de l'ivermectine, où il était extraordinairement enthousiaste, pour de bonnes raisons. Il voyait 75% de diminution de la mortalité, etc. Et puis donc il a écrit son article de méta-analyse, et cette dame est intervenue alors que tout l'article est super positif. Dans la conclusion, elle a fait insérer une phrase, ça a été documenté en fait par Tess Lawrie en Angleterre. Elle a enregistré Andrew Hill au téléphone, où il a admis qu'on lui a tordu le bras pour ajouter cette phrase dans son article de revue la phrase dit essentiellement: il faut plus d'études. Alors, ça me permet d'ajouter un point important à propos de il faut plus d'études et le 2 poids 2 mesures qu'on voit constamment. Donc, quand la gale a été ajoutée à la liste des indications de l'ivermectine, l'OMS, pour faire ce changement, pour étendre l'autorisation, s'est basé sur 6 études regroupant environ 500 patients. Donc, c'était suffisant pour l'autoriser pour le traitement de la gale. 6 études, 500 et des patients. Pour l'ivermectine, on est à 52 études sur plus de 17 000 patients. Pourquoi il faut plus que pour la gale? Il n'y a aucune raison. La molécule est très sûre, donc le bénéfice-risque va toujours être excellent. Et 98% des études sont positives. Et la moitié de ces études sont des études cliniques randomisées, qui est un des standards qui est très important pour que les données soient interprétables. Donc la moitié sont des études randomisées. C'est amplement suffisant, c'est tellement suffisant, et c'est pas nécessaire de faire plus d'études. Donc quand cette dame de l'INSERM force ce changement en disant il faut plus d'études, c'est se foutre du monde à un niveau vraiment délirant. Il ne faut pas plus d'études. 17 000 patients, 52 études, qu'est-ce qu'il faut de plus? 27 essais randomisés. C'est absurde. Alors donc il y a moins d'études sur les Covid longs, mais toutes les études qui sont faites jusqu'à présent sont toutes favorables. Donc en Argentine par exemple, il y a un médecin qui a développé 2 protocoles différents à base d'ivermectine pour les Covid longs. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, pour toutes les parasitoses, en général, il suffit de donner une dose. Typiquement, pour un adulte, c'est 12 mg d'ivermectine. Et la personne est protégée pendant 6 mois, 1 an, parce que c'est une molécule qui s'accumule dans les graisses. C'est comme la vitamine D, ça va dans les graisses, ça s'accumule, et puis c'est lentement
relâchés dans la circulation, et donc c'est très efficace de cette manière-là. Mais comme pour tout médicament, quand on réutilise un médicament pour quelque chose, parfois il faut utiliser une autre dose, et donc c'est le cas. Donc en Inde, par exemple, ils avaient fait une étude de prophylaxie, ils avaient trouvé qu'une dose de 12 mg ne protégeait pas vraiment, c'est-à-dire que oui, il y avait une protection, mais ce n'était pas significatif au niveau statistique. Mais à partir de deux doses, il y avait un effet clair de protection, de prophylaxie. Et donc, il y a toutes sortes de protocoles différents qui sont utilisés, mais quand on utilise suffisamment du médicament, c'est très efficace. Et donc, pour revenir à la question sur les Covid longs, donc ce groupe c'est en fait un groupe de médecins en Argentine a montré, c'est que eh bien, une fraction des patients, on leur donne de l'ivermectine pendant 4 jours d'affilée par exemple, et c'est fini. Ils ont récupéré, c'est terminé. Puis d'autres, c'est pas fini. Alors, ou alors, donc il y a deux autres groupes. Donc il y en a chez qui c'est pas fini, et il y en a d'autres chez qui c'est fini, et puis après 3-4 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines, ça revient. Okay, et donc ce qu'ils ont montré, c'est que quand les symptômes sont persistants, il faut persister avec le traitement. Et donc on peut traiter pendant plus longtemps, et donc quand ils poursuivent le traitement jusqu'à obtenir l'effet, ils arrivent à 94% de personnes qui sont vraiment aidées de manière très significative. Peut-être que tous les symptômes ne disparaissent pas, mais par exemple, ils peuvent retourner au travail. Alors, je mentionnais aussi à propos de la sécurité du médicament, donc les gens ont dit oui, il y a des milliards de doses qui ont été distribuées à travers le monde, mais c'était toujours une dose unique, puisque c'était pour traiter des parasitoses. Là, vous traitez avec plus de doses, on ne sait pas si ça, c'est pas toxique. Okay, mais ce n'est pas vrai en fait. Donc d'une part, comment elle s'appelle, Merck, la compagnie qui est à l'origine de l'ivermectine, a fait un communiqué pour dire oui, on s'inquiète pour la toxicité de la molécule. Ça, c'est un niveau d'hypocrisie assez remarquable parce que c'est Merck qui a sponsorisé des études pour voir si des doses plus élevées étaient toxiques. Ils ont trouvé que ce n'était pas toxique. D'accord ? Alors ils viennent dire ça. Pourquoi ils disent ça ? À ce moment-là, ils avaient 2 vaccins en développement, ils ont abandonné ce développement, et 2 molécules en développement, ils ont abandonné une des molécules, mais il y en a encore une sur laquelle ils essaient de mettre sur le marché. Donc ils ont un conflit d'intérêt manifeste. Mais il y a des cancers, oui, je n'avais pas mentionné ça. C'est aussi efficace contre certains cancers. Donc en 2018, on avait appelé ça une molécule miracle, avant même la Covid, parce qu'elle avait tellement d'activités bénéficielles, anti-inflammatoires, antibactériennes, antivirales, antiparasitaires et maintenant anticancéreuses. D'accord ? Donc, il y a des enfants qui ont été traités avec l'ivermectine à des doses élevées pendant 2 semaines sans effet négatif. Il y a même quelques cas où les ont traités pendant 6 mois avec des doses élevées. Okay, pendant 6 mois consécutifs. Alors qu'on ne vienne pas me dire de donner 4 doses, 4 jours consécutifs pour traiter les gens, on va avoir le moindre problème. Non, bien sûr que non. Donc c'est vraiment une molécule super sûre. C'est une des molécules les plus sûres qui existent dans le monde, c'est tout. Ça, c'est la réalité.